je pense que vous pouvez peut-être reprendre à tour de rôle la parole. Et ce que j'aimerais, donc peut-être pour revenir sur des points qui vous paraissent importants, quelques petites recommandations pour dépasser les problématiques qu'on a évoquées ici. J'aimerais donner la parole à la salle pour interpeller donc les panélistes, si vous le souhaitez. Mais avant, on revient un petit tour peut-être pour rajouter des éléments. Madame ? Comme vous savez, nous avons deux bourses. Il y a la bourse de mérite qui est donnée par le ministère et la bourse d'excellence. Alors, la bourse d'excellence, le CNRSP octroie chaque année 300 bourses d'excellence sur dossier. D'accord ? Mais je vais vous dire, malheureusement, on a évalué ce programme depuis de 2004 jusqu'à 2014. On a été vraiment déçus. Pourquoi ? Parce qu'il y a seulement 42% des thèses qui ont été soutenues. C'est-à-dire les doctorants ayant cette bourse, nous n'avons que 42% qui ont soutenu. Nous avons 22%, je pense, en cours et 33% d'abandon. Donc là, il faut se poser la question, pourquoi ? D'accord ? La deuxième chose, donc la bourse de mérite, ça ne passe pas par nous, hein, c'est le ministère. Et nous avons la bourse CIFRE, c'est une bourse alléchante, parce que quand même, le futur docteur, c'est un salarié, mais on n'a pas beaucoup de demandes. Alors que la procédure est très simple, c'est-à-dire le doctorant, il dépose son dossier directement sur la plateforme de l'AMRT. Une fois évalué là-bas, il nous envoie, mais en général, on ne reçoit qu'un dossier, maximum 2 dossiers par an. Donc là, je pose la question, il y a des enseignants ici, pourquoi ce programme n'a pas énormément de succès alors qu'il est vraiment alléchant? Et ce n'est pas seulement le montant de la bourse, c'est après, c'est-à-dire que vous avez la garantie d'emploi, parce que le doctorant signe un contrat avec une entreprise française partenaire, mais en fait, c'est des entreprises qui ont, comme a bien dit tout à l'heure M. Yousfi, qui ont une filiale ici, et donc ils s'engagent à travailler dans la filiale française au Maroc. Donc vraiment, il y a une assurance aussi de l'emploi. D'accord. Quoi encore? Il y a aussi un phénomène, et je pense que c'est lié à la production, c'est que maintenant on sent que la thèse, c'est devenu, l'inscription au doctorat, c'est devenu comme une roue de secours. Ce n'est pas les excellents qui vont s'inscrire, parce qu'en général on dit la recherche, ça doit venir des tripes, n'est-ce pas? Mais en fait, en attendant un travail, je m'inscris au doctorat. Et c'est pour ça que malheureusement, sur cette période que je vous ai citée tout à l'heure, 2004-2014, nous avons 52% d'abandon de bourses d'excellence en première année. C'est-à-dire en première année, le doctorant, une fois qu'il a un travail, il laisse tomber. Et le problème, le CNRSP ne récupère pas ces bourses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les affecter à un compte doctorant, ils sont perdus. D'accord? Le ministère les récupère. D'accord? Donc moi je pose cette question, et peut-être les doctorants vont me répondre, pourquoi il y a beaucoup d'abandon? Est-ce que c'est lié à la qualité d'encadrement? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de soutenance, de thèse? D'accord? Est-ce qu'il y a un problème de moyens? Donc vraiment là, j'ouvre le débat pour les doctorants. Alors j'aimerais bien revenir sur des points tels que donc là, le programme CIFRE. Alors nous avons une expérience avec le programme CIFRE, donc j'avais un doctorant qui va soutenir incessamment sa thèse et qui a bénéficié d'une bourse donc à travers ce programme. Il a travaillé avec un laboratoire à Rouen en France et une société française installée en France. Il n'y avait pas ici au Maroc. Alors le problème qu'on avait rencontré, c'est que donc, le doctorant, non, il n'a pas encore terminé, donc ça a été interrompu. C'est pour ça que je veux bien souligner un petit problème là-dessus. C'est que le doctorant, donc il était très très bien avancé ici à Rabat. Il avait donc la validation expérimentale, il a réussi à la faire, il a pu monter tout un banc là-dessus. Mais par contre, une fois là-bas, bon, ils ont senti que le doctorat, il va les avancer un petit peu. Je vous le dis, donc franchement. Et puis après, il y a le directeur carrément qui a interdit d'accéder
à la plateforme de manière vraiment très... de lui donner cette opportunité de creuser et d'aller de l'avant. Donc là, j'attire votre attention, c'est que tout simplement le contrat que vous établissez dans ce sens, j'aimerais bien qu'il soit revu de manière à protéger que ce soit le doctorant ou bien la société. Donc les deux à la... Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors donc, par contre, pour les bourses de mérite, moi ça me tient à cœur d'avoir des étudiants au début de l'année qui viennent et veulent s'inscrire en thèse et par la suite ils vont bénéficier des bourses de mérite, mais qu'on n'arrive plus à revoir après quelques mois. Donc je ne sais pas si vous arrivez à établir le suivi de ces doctorants, et nous on a vraiment envie de les arrêter quand même. Pourquoi ils vont bénéficier d'une bourse alors qu'ils ne travaillent pas? Je ne sais pas avec qui on doit communiquer pour pouvoir arrêter le processus après 2-3 mois, pas plus. Donc déjà ça, c'est un point. Alors le troisième point, c'est le budget alloué à la recherche. Donc c'est notre souffrance quotidienne. C'est notre souffrance quotidienne. Maintenant, nous n'avons plus, je dirais, de budget alloué à la recherche. Donc, en tant que, par exemple, responsable d'équipe, responsable de laboratoire ou responsable de centre, on doit gérer toutes les interventions de nos doctorants de manière à ce qu'ils puissent communiquer le résultat nous-mêmes. Il n'y a pas d'aide d'une structure au niveau des établissements. Il y a pas mal d'étudiants maintenant qui ont des résultats très intéressants. Ils arrivent à pouvoir aller les communiquer carrément à l'étranger, mais on n'a pas les moyens pour les envoyer. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de l'université Ce n'est pas la responsabilité ni de l'établissement, ni de l'université, ni du ministère. On nous dit c'est au niveau du finance. C'est que le finance, il n'arrive pas à prévoir, par exemple, payer une communication pour un doctorant. Il n'arrive pas à prévoir dans les rubriques, par exemple, la prise en charge d'un doctorant qui se déplace à l'étranger pour pouvoir communiquer ses résultats. Donc ce serait sur la base de projets et pas des... Exactement. S'il n'y a pas de projet, ça marche pas. Oui, ce serait intéressant qu'on puisse interagir avec vous, soit des enseignants, soit des doctorants. Merci pour les collègues et pour les étudiants. Moi, j'ai juste des petites remarques. Vous avez parlé du problème de la recherche et son relation économique avec nous. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Mais c'est un problème qui est mal compris. Le jour où on comprendra dans ce pays que l'université est un vecteur de développement économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignant, l'universitaire, l'étudiant, il est au centre du développement économique de son pays. Ça, on n'a pas compris. On a compris plus ou moins, mais on n'a pas mis les moyens pour que ça devienne concret. Ça, c'est une chose. Deuxième, moi, dans toute ma carrière, j'entends que l'entreprise ne nous aide pas. L'entreprise ne fait pas ceci, l'entreprise n'accueille pas ceci, l'entreprise. Mais est-ce qu'on a posé une seule question? Est-ce qu'un chef d'entreprise, son souci principal, c'est le développement de l'entreprise ou de son pays? C'est une question. Quelle est la priorité? C'est développer son entreprise sur laquelle il a sué, il a mis son argent et l'avenir de son avenir, ou le développement du pays. C'est lié. Oui, ils sont liés, c'est pas là, oui, je suis d'accord, tout est lié. Même la nuit et le jour, ils sont liés. Non. Le responsable du développement d'un pays, c'est l'État. Il faut qu'on soit clair là-dessus, qu'on ne se cache pas. Parce que l'entreprise ne reçoit pas les impôts du contribuable. Ce qui reçoit les impôts, c'est l'État. Ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise, il paye ses impôts. Il est en règle. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rejeter sur l'entreprise la faille d'un système.
L'entreprise, il est prêt à collaborer, il est prêt quand il voit ses intérêts. Mais l'entreprise n'est pas responsable. Le jour où l'entreprise reçoit 10 ou 15% de l'argent du contribuable, à ce moment-là, on peut lui dire pourquoi vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous faites avec cet argent. Ça, c'est les questions qu'il faut qu'on soit clair. Le développement, la recherche et son développement, c'est une fonction de l'État. C'est stratégique le développement. Est-ce qu'on veut se développer ou on ne veut pas? C'est ça la question. Si l'État ne veut pas se développer, ce n'est pas la peine de jeter la responsabilité sur les autres. Toute recherche, parce que la recherche, je dis, le postulat, c'est le développement économique. Le pays, qu'est-ce qu'il veut développer dans ce pays? Qu'est-ce qu'on veut développer dans ce pays? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quels sont les secteurs clés pour nous, pour le développement? C'est là la question qu'on doit poser. Je ne comprends pas, moi, qu'il y a tant, avec les moyens qu'on a, parce que qu'est-ce qu'on a? On a 0,7% de budget pour la recherche. On le vend le salaire, qu'est-ce qu'il reste? 0,01. Parce que 7%, c'est le salaire. Il ne faut pas qu'on commence à tromper les chiffres. Avec ce 0,001, on va faire le fondamental et on va faire l'appliquer. Alors là, ça, c'est autre chose. Le fondamental, ces résultats ne sont que sur 2 décennies où on voit l'impact. Donc, le fondamental, en général, c'est les gens qui ont une vision claire. S'il veut un axe, par exemple, s'il a placé le problème de sécheresse chez nous, c'est fondamental, ça c'est un problème crucial. À ce moment-là, peut-être on va faire, on va dire, 10% du budget, on va le réserver à la recherche fondamentale sur le problème de désertification, sur le problème de soucis, le développement du climat, le changement. Mais le Marocain, maintenant, il a besoin du concret. L'université ne répond pas au concret. Ça, c'est un problème. Moi, quand je vois 30 000, je ne sais pas combien de doctorants qui tournent en rond, c'est pas normal. C'est une responsabilité de la nation. Si vous mettez 30 000 chefs l'un à côté de l'autre, vous allez avoir des pans de matière grise qui pourrissent. C'est ça la réalité. C'est ça pour moi la réalité. Donc ça veut dire, tous les pays au monde qui se développent, c'est eux qui prennent le développement en main. Et les autres l'entreprise devient un outil. Quand vous voulez travailler, vous voulez déblayer quelque chose, vous prenez le balai, mais c'est un outil pour vous, parce que c'est pour ça que vous ne pouvez pas. C'est ça l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas elle. Ce n'est pas la personne qui décide, non. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on change de cette... Et je ne comprends pas. Au Canada, c'est un pays riche. Mais le fondamental, quand une université, un prof, un labo veut faire le fondamental, ben, on vous donne une part du budget de fonctionnement. Faites ce que vous voulez. Développez le fondamental. Une part, ce qui vous revient sur le budget de fonctionnement. Mais l'investissement, c'est donné à la recherche appliquée. Donc il ne faut pas qu'on commence à... Il faut sortir de dire... Il y a tas de choses qu'on confuse dans notre tête. Donc s'il vous plaît, pour arrêter. Donc la recherche fondamentale, c'est une chose. La recherche appliquée, c'est une chose. Ils ont des liens. Mais la recherche, depuis la création de l'humanité, c'était pour le développement. L'homme a été créé pour le développement, pour résoudre ses problèmes quotidiens. Quand il a découvert le feu, il n'a pas fait de recherche fondamentale. Donc ça veut dire, il faut pour les jeunes, il faut qu'on les aide. Ils sont là, on ne peut pas échapper à eux, ils sont là. On ne peut pas. On est content qu'ils soient là. Non, mais ils sont là. Mais le problème, pour les décideurs, il faut qu'ils clarifient les choses. Oui. Quand on dit cité d'innovation, problème pour nous. Est-ce que par stérilité des idées, dans ce pays, chaque fois qu'on voit quelque chose qui a donné des fruits ailleurs, on va la ramener, on va la planter, ça va se... Non. Il y a des cités, oui. Les cités d'innovation ailleurs, oui. Mais il faut savoir l'historique, comment ces cités, pourquoi ils sont là. Pourquoi les Européens, je prends la France, pourquoi la France n'a pas mis les cités universitaires en 1970, en 1960? Pourquoi c'est maintenant? Alors que non, parfois on va sauter. Non, c'est pas ça. Donc il faut qu'on réfléchisse beaucoup de choses. Merci, parce que... Merci. Les jeunes, qui veut prendre la parole? Nous sommes là pour vous et avec vous, donc. Bonsoir, merci beaucoup pour l'esprit de partage que vous avez aujourd'hui pour tous ces débats. Je rejoins monsieur le professeur pour le financement côté recherche.
généralement, on trouve vraiment une souffrance. Vraiment, dans notre laboratoire de recherche, que ce soit dans toutes les disciplines, normalement, on trouve vraiment beaucoup de problèmes. Que ce soit problèmes techniques. Par exemple, moi, je suis venue de l'équipe Intelligence Process System and Sécurité, ça veut dire on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous savez déjà, donc l'intelligence artificielle nécessite vraiment des techniques très sophistiquées. Je ne comprends pas comment, par exemple, pour simuler des simples petits algorithmes ou quelque chose comme ça, dans le domaine de Big Data, on a besoin des clouds, des données vraiment énormes. Même pour les simulations, on arrive à, par exemple, à générer nos propres données. Juste pour faire des simulations, on n'a pas des moyens. On revient à acheter des clouds nous-mêmes. On finance nos problèmes, déjà. Nous sommes des étudiants même, on a des bourses de l'État, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de bénéficier même d'une bourse en France pour même faire une courte durée. Donc, j'ai vu la différence, donc je ne vais pas, bien sûr, parler de ça. Mais ce que je veux proposer, par exemple, une petite question sur breveter quelques applications. Ben, si je suis une doctorante qui veut breveter, par exemple, un simple algorithme, c'est déjà, je n'ai pas eu la chance de bien simuler. Déjà, j'ai rencontré des problèmes. Déjà. Donc, l'évaluation de ces brevets, comment ça va passer. Et ensuite, pour continuer sur, par exemple, pour concrétiser ces algorithmes, ou bien ces applications, ces plateformes, pour les rendre, par exemple, vivantes, comme ça, des systèmes, par exemple, des startups, pourquoi pas. Donc, on parle ici de les critères d'évaluation de ce brevet. Comment ça se passe? Merci, c'est ça ma question. Vous êtes à la fac de sciences, je me trompe, avec le professeur Fouzia? Oui, madame Fouzia. Je suis surprise de vos questionnements, parce que vous êtes venu plusieurs fois voir rencontrer Zaid et Bousfouya, qui sont responsables justement de l'accompagnement à la rédaction des brevets, qui vous expliquent comment sont évalués les brevets, et vous aident à les rédiger. Oui, mais je suis un peu interpellée par oui, ça, mais c'est pas grave. Oui, merci. Donc je répète, on peut vous répéter aussi que l'OMPIC n'est pas représenté ici, mais nous avons un mandataire au niveau de l'université qui est à votre disposition tous les jours de la semaine. Oui, bien sûr. J'ai contacté, j'ai voilà. eu les et donc, vous avez un professeur qui dépose des brevets, donc il est mieux placé que moi, je ne suis pas... C'est lui qui vous expliquera un peu son expérience personnelle. Lui, il dépose énormément de brevets justement sur ces thématiques. Oui, l'information, ça se passe très bien. Voilà. Maintenant, je pense que la cellule que nous avons au niveau de l'université, qui s'est renforcée du reste ces derniers mois, est complètement à votre disposition pour répondre et vous accompagner dans cette démarche-là de dépôt de brevet. Oui, le dépôt, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, c'est avant le dépôt de brevet. Oui, c'est-à-dire la rédaction, Non, je ne parle pas. Non, c'est pas ça. Parler de quoi? Déjà, l'algorithme. Dans l'implémentation. Donc les moyens. Voilà, déjà, avant le dépôt de brevet. Le dépôt de brevet, c'est simple. La démarche, c'est très clair. On a déjà rencontré les gens C'est un champ du financement de... Oui, le problème, c'est que peut-être j'ai mal reformulé ma question. Oui, en tout cas, le professeur peut répondre déjà. Je pense, voilà, pour répondre à la question en fait, concernant les brevets, comme l'a dit Mme Kamarzoui, il y a une équipe au niveau de son entrepreneuriat et d'innovation en fait, qui accompagne ce sens-là. C'est ce qu'on fait assez souvent. On fait bien évidemment un effort pour le rédiger en s'inspirant ce qui se fait ailleurs, à l'international, donc les équipes le font aussi. On a déposé avec un certain nombre de réponses-là. On n'est pas obligé à chaque fois d'être accompagné dès le départ. On peut s'inspirer de regarder ce qui se passe ailleurs et voilà, de le former d'une certaine manière. Et après, pour le défaut, donc ça se fait au niveau de l'université. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que, bon, c'est un peu étonné aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, à la faculté du son droit, il y a un centre de calcul d'ailleurs. Voilà, je peux vous donner en fait toutes les. Donc, il est en quelque sorte le professeur Hamid Zahraoui, c'est le responsable d'ailleurs. Mon étudiant, il en bénéficie en fait. Chaque étudiant, il a à peu près 16 processeurs pour tourner en fait ses calculs. Ça, c'est la première. Bon, je sais aussi qu'il y a, mais il faut aussi il y a un centre de calcul aussi. Et ça, c'est, franchement, je le dis, parce qu'on est là pour débattre en fait de la problématique, nos enseignants-chercheurs, ils ont une responsabilité. D'accord? En tant qu'encadrant, ben bien sûr, je dois informer, bon, peut-être que vous n'êtes pas responsable à 100%,
mais je suis en tant qu'encadrant, en fait, moi j'essaie d'informer mes étudiants sur toutes les possibilités qui peuvent y avoir, en fait, d'accord, pour développer leur recherche d'une part, et même au-delà de possibilités qui existent ici au Maroc, on peut tourner des calculs ailleurs, en France, même à l'étranger. Donc, à chaque fois, donc, il y a des calculs, à chaque fois, donc, on peut s'abonner, créer un compte, et on peut, bon, nos étudiants, ils le font. Donc, ils ont des calculs sur le Maroc, ils les lancent ailleurs. Donc, il y a, à mon avis, donc, le problème de lancer des simulations sur des processeurs, ça a été un problème. C'est dépassé maintenant, en fait. À un moment donné, en fait, c'était un problème, et maintenant, on a tous les moyens nécessaires. Je pense que pour vous et pour d'autres étudiants, il faut créer une certaine ouverture. Donc là, vous n'êtes pas obligé de rester en contact avec votre directeur de thèse, c'est très bien, mais il faut s'adhérer à des forums, il faut participer à des réunions comme ça, il faut contacter, donc il faut assister à des séminaires aussi qu'on organise, et on parle de comment peut-on faire des simulations, comment on peut mettre en place, c'est-à-dire tourner des calculs assez lourds sur des plateformes nationales ou internationales. L'équipe de professeurs, de la professeure qui encadre Mademoiselle, s'était approchée justement du CNRST, puisqu'on, je ne sais pas si c'est avec vous, avec vos collègues, on avait interpellé aussi le système d'information au niveau de l'université. Vous vous souvenez, je ne sais pas, c'est avec vous, avec votre collègue, on avait réussi à avoir quelques réponses de professeur Brittany. Ensuite, il y avait eu l'information que le CNRST, il y avait une possibilité aussi. Donc, on fait de notre mieux pour vous orienter aussi, mais effectivement, il faut vous ouvrir à ce qui se passe et ne pas hésiter à taper aux portes. Il y a déjà peu de choses à votre disposition. Donc, quand il y a juste une piste d'une possibilité d'aide, il ne faut pas hésiter, évidemment. Je donne la parole, si vous permettez, à... Merci. Je vais intervenir sur deux points. La première concernant le concept de cité d'innovation, ce n'est qu'une appellation. Parce qu'il faut quand même savoir que on a eu l'occasion, pendant près de 10 ans, de 1998 jusqu'à pratiquement 2011, on a essayé des structures. Au début, c'était dans le cadre de la coopération. On a essayé les interfaces, les incubateurs, on a confronté ces structures à la réalité du Maroc, les problématiques, etc. Et par la suite, avec la stratégie Maroc Innovation, ce qu'on a essayé de faire, avec bien sûr le ministère de l'Industrie, c'est de créer une structure qui fédère l'ensemble de ces activités-là au sein des universités. Si on prend le concept de départ, c'était un concept qui prend en considération les bonnes pratiques, qui en principe on ne peut pas les prendre comme ça sans les contextualiser, premièrement, et aussi basé sur l'expérience au Maroc qu'on a eu pendant plus de 10 ans. Mais dès qu'on a commencé à travailler sur ça, le concept au début, c'était il faut institutionnaliser ces structures, il faut avoir un minimum de moyens, de l'expertise dans certains domaines, des orientations, le fait de parler le même langage que les entreprises. On est conscient que les entreprises sont là, il faut parler leur langage, il faut avoir la même perception du temps qu'eux pour pouvoir communiquer avec eux. C'était ça les motivations de mettre en place de telles structures et de telles politiques de développement. Mais par la suite, effectivement, ce problème qui est récurrent, quand on est arrivé au stade d'institutionnalisation et de doter ces structures d'un statut donné, donc c'est là où on a tourné en rond, parce que de toute façon, on reste un secteur, pas l'État, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On essaye de faire tout ce qu'on a à faire du côté académique. Les autres aspects, bien sûr, on essaye de s'asseoir autour de table avec les autres acteurs, donc l'industrie, les finances, les autres secteurs, pour pouvoir avancer ensemble. Cette question de statut à ce jour, on n'a pas encore réussi à résoudre, donc ça reste toujours des structures au sein de l'université, avec toutes les... Donc ils sont conditionnés par le rythme de gestion administrative, financier de l'université, comme l'expérience passée, pour le dire franchement. Inadapté pour l'innovation. On peut le dire, mais de toute façon l'activité continue, il y a des projets qui réussissent. Le degré de réussite est très corrélé avec l'implication du top management de l'université. Vous avez cette problématique. Quand il y a un président de l'université qui veut faire ça, et là un projet, là une vision relative à cette mission-là, on voit que les choses avancent avec une vitesse donnée.
toute façon plus accélérée que les autres. Et dès que ça change, on voit déjà s'il y a un recul. Donc, il est lié. Pour revenir, j'ai eu l'occasion de suivre de près ce que font les collègues au niveau de Rabat. Ils ont cette idée, à part l'esprit d'innovation, et après je vais parler de la question de communication et comment l'information ne circule pas, c'est qu'ils sont conscients que finalement c'est des réseaux. Même s'il y a une structure, le travail se fait dans les labos, les chercheurs, et il faut fédérer tout ça. Ce qui dit réseau dit animation de réseau. Si le réseau n'est pas animé, personne n'aura l'information, même s'il y a des services. L'idée d'ouvrir un guichet et d'attendre les gens qui viennent, même si on a un ici, elle ne résout pas le problème. Et on aura toujours cette problématique. Moi, je ne sais pas, dans la plupart des cas, on trouve que même si quelqu'un dans le même département, il y a un prof qui a eu l'expérience, l'autre qui est avec lui, il ne sait rien. Du coup, d'après mes connaissances concernant Rabat, il veut créer plusieurs réseaux, start-up de ce programme, ça, vous avez parlé de ça, innovation, valorisation, open network, c'est le fait de mandater carrément des chargés de valorisation au sein des établissements. L'idée, c'est d'aller vers les gens sur le terrain, les informer des différents services offerts et aussi les accompagner pour faire émerger des idées, des projets. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut faire pour l'ensemble des services offerts dans ce cadre. Donc, que ce soit pour le ministère, il faut quand même faire cet effort d'investissement initial, d'avoir un site web, de proposer un service, de le financer. Mais aussi, je vois que le CNRST, par exemple, avec la caravane qu'il fait, c'est carrément ça. Le fait de... Parce que ces services existent depuis toujours. Mais je suis sûr et convaincu que la demande et l'utilisation, il va augmenter avec ça. Parce que le fait que le CNRST tourne et visite les chercheurs, les enseignants, les étudiants dans les universités et leur parle de ces services, donc on est sûr que ces services vont être utilisés. Donc la solution, c'est de ne pas seulement avoir un guichet, ouvrir un guichet à attendre, il faut quand même qu'on aille frapper les portes et informer les gens, et il faut que ça tourne toujours. Donc l'animation de réseau, c'est la clé de vie et de... Pour le financement, effectivement, à chaque 10 ans, parce qu'il y a des moyens qu'on mobilise au niveau du secteur, dans l'enseignement supérieur, une grande partie part bien sûr vers les salaires. Il y a cette tendance dernièrement d'aller piocher ou chercher des financements, mais dans le cadre les financements basiques sont dans le cadre contractuel avec les universités. Il y a ce facteur sur de eux aussi aller faire un peu de prospection pour pouvoir développer des cas. Il y a ça, on le demande toujours. Il y a certaines universités qui ont pu faire ça d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas toujours évident. Mais pour compléter, il y a cette question d'aller voir les acteurs, les grands comptes au niveau national, les grandes entreprises, les autres secteurs. Quand on dit qu'un secteur dans une stratégie sectorielle, on parle de la santé, on parle de l'énergie, dans leur programme, ils parlent de la formation, l'accompagnement de la stratégie par la formation et la recherche. En principe, pour la recherche, il faut quand même qu'ils participent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir développer la recherche, parce qu'ils demandent une recherche spécifique. Ils veulent une recherche dans un domaine spécifique. En tant que ministère, je crois qu'on ne peut pas, par exemple, le budget général de l'État, à un certain moment favoriser une orientation, parce qu'il y a les priorités de la recherche, et quand on lance un programme pour couvrir ces priorités. Pour être spécifique, il faut que ceux qui sont intéressés par cette problématique à développer, c'est ce qu'on essaie de faire, on les démarche, on essaie de construire avec eux des programmes. Il y a aussi un acteur dont on n'a pas parlé, mais qui est crucial, c'est la région. Bien sûr, bien sûr. Pour la région, quand on voit les exemples des structures, à mon avis, c'est pas évident d'avoir une structure fiable. Quand on dit, par exemple, incubateur, je vois des business models d'incubateur, je les ai vus, ils disent dans 3-5 ans, il sera viable, l'équilibre financier. C'est impossible, à mon avis. Parce que toutes les expériences qu'on a vues, les outputs qu'on obtient, il n'y a pas de retour sur investissement direct pour l'université, mais surtout pour la région, sous forme d'emploi, sous forme de retour fiscal. Et donc, le premier qui est servi, c'est les autorités locales, la région, et aussi les bailleurs de fonds possibles.
C'est pourquoi, dans toutes les expériences du monde, on trouve que ce type de structure, c'est des structures où l'université participe par le savoir-faire, les étudiants et aussi l'accompagnement par des professeurs, mais l'investissement de base, que ce soit le budget de fonctionnement ou les autres, il est offert par les... D'ailleurs, pour le projet de cité d'Agadir, la région est partie prenante, c'est elle qui prend en charge le budget de fonctionnement.